Bonjour à tous, bienvenue sur Elano 10. Aujourd'hui nous avons un ton beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus sérieux, parce qu'on va parler d'anecdotes historiques. Nous sommes en 1942, plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne nazie a lancé son opération Barbarossa et occupe ainsi maintenant l'Ukraine, un territoire de l'URSS. Dans toute cette agitation de la guerre, les Allemands organisent un petit championnat de football avec plusieurs équipes. Ces matchs sont des éléments de propagande du côté allemand, pour montrer un semblant de vie normale, rétablir une vie culturelle et sportive, mais surtout mener une petite opération séduction auprès de la population ukrainienne. Ils étaient dans un état d'esprit de cohabitation en Ukraine, pour voler la vedette aux organisations de l'URSS. Mais les Russes, notamment Staline et Beria, récupèrent ces événements à leur avantage. On va le voir tout de suite. Dans ce championnat a lieu un match entre une équipe ukrainienne, le FC Start, et l'équipe de la Luftwaffe allemande. Au moment du match, personne n'aurait imaginé que ce match prendrait d'aussi grandes proportions. Dans cette équipe du FC Start, il y a de très bons joueurs, d'anciens joueurs du Dynamo Kiev, du Lokomotiv Kiev, des équipes qui avaient un niveau professionnel avant la guerre. Cette équipe est menée par le directeur de l'usine à pain de la ville de Kiev. Nommé par les Allemands, Josef Kordych décide de monter son équipe. Il y a donc 6 anciens joueurs ukrainiens du Dynamo Kiev et 3 du Lokomotiv Kiev. Les autorités du Reich laissent repartir en juin 1942 un championnat de football auquel participent des formations représentant les forces d'occupation roumaines, hongroises, allemandes, ainsi que 2 équipes locales, la RUK, émanation des nationalistes ukrainiens, et le FC Start, l'équipe qui va nous intéresser. Les autorités d'occupation veulent ainsi montrer, comme je l'ai dit, selon la propagande soviétique ultérieure, la supériorité de la race aryenne à travers le sport. C'est donc à partir du 7 juin 1942 que le FC Start enchaîne une série de 7 victoires consécutives en jouant contre RUK, les Ungarische Garnisonmannschaft, donc de la Hongrie, une autre équipe ukrainienne nommée Sport, une autre équipe allemande, 2 équipes hongroises et une autre équipe allemande. Les équipes nazies y voient une provocation contre le régime d'Adolf Hitler le 6 août 1942, et le 6 août 1942, le FC Start bat la Flak Elf, l'équipe qui comporte les aviateurs de la Luftwaffe 5-1. Les Allemands, humiliés par cette défaite, décident donc et imposent un match de revanche. C'est donc le 9 août 1942 qu'aura lieu le match de la mort entre le FC Start et les aviateurs de la Luftwaffe allemande. Devant 45 000 spectateurs, le match est arbitré par un soldat de la Luftwaffe. Ça annonce la couleur de ce match. Au début du match, il ordonne aux Ukrainiens, qui refusent de faire le salut nazi. Les Allemands ouvrent le score, mais se font égaliser, puis rapidement menés par les Ukrainiens pour arriver à la mi-temps à un score de 3-1 déjà pour le FC Start. À la mi-temps, un officier SS aurait prévenu les joueurs en les menaçant que s'ils gagnaient, ils se feraient exécuter. Face à cela, les Ukrainiens du FC Start résistent. Les paroles du gardien de but retentissent dans tout le vestiaire. « Nous lutterons jusqu'à la mort !» Ils luttèrent jusqu'à la mort et les Ukrainiens gagnent le match. 5-3. Le FC Start bat la Luftwaffe malgré les menaces allemandes. Un comportement de héros, mais qui n'aboutit pas à un prix, qui aboutit à la mort, puisque les menaces de ce soldat SS étaient vraies. Une partie des joueurs de cette équipe, après cette victoire, dont le gardien de but, se font torturer puis exécuter, et resteront dans la légende à jamais, et auront gagné ce match de la mort. Mais en fait, tout ce que je viens de vous énoncer autour de ce match est faux. Faux ou presque. En tout cas,
ces matchs se sont déroulés, sur les scores et sur tout ce que je vous ai dit. Mais maintenant, laissez-moi vous raconter la réalité. En vérité, les deux équipes se respectaient énormément. Il y avait des échanges de fleurs avant le match, des échanges de maillots, des échanges de cadeaux. C'était un événement très festif et finalement qui n'entrait en aucun cas dans des confrontations et des rapports de force venant de la guerre, tout simplement des habitants, des soldats qui essayaient de se réjouir, de trouver des bons moments dans cette mauvaise époque, etc. Les scores sont les mêmes que ceux dont je vous ai parlé. La domination du FK Start est un fait. Mais alors pourquoi connaît-on cette histoire sous un autre angle et sous cette narration du match de la mort? Eh bien en fait, ce sont les Russes qui ont repris toute cette histoire pour en faire toute une propagande. Alors, en effet, les Ukrainiens, à l'époque en tout cas, ne portaient pas dans leur cœur l'URSS. Après la famine bien sûr qu'ils ont connue à cause d'eux, mais aussi de nombreuses choses qui rentrent en compte, les Ukrainiens ne portaient pas vraiment les Russes dans leur cœur, et surtout pas ce régime communiste. Il y avait aussi beaucoup d'Ukrainiens bien sûr qui rejoignaient les camps nazis, donc c'était un pays entre deux, avec une population divisée, et surtout pas pour l'un des deux camps finalement. Les Russes reprennent toute cette histoire, car finalement oui, des joueurs de cette équipe vont mourir. Laissez-moi vous raconter comment ils meurent, et ensuite je vous explique tout ce système de propagande qu'a utilisé l'URSS autour du match de la mort. Et bien en fait, le championnat a continué. Le FC Start a continué à terrasser ses équipes adverses et à gagner avec des énormes scores tels que 6-1, 5-1, 8-0. Et c'est ce 8-0 qui va changer beaucoup de choses. 8-0 face à une autre équipe ukrainienne, face au FK Ruk. Une équipe fondée par Georgi Shvetsov. Et après cette défaite 8-0, il décide d'aller à la Gestapo, la police allemande, et d'y dénoncer les joueurs du FC Start. Il accuse ces derniers d'être des membres du NKVD, l'organisation des services secrets de l'URSS. 6 joueurs sont donc aussitôt arrêtés. 2 sont directement tués. Le premier, Kachenko, durant une tentative de fuite, et ensuite le deuxième, Nikolai Korotskik, dénoncé par sa propre sœur et torturé à mort dans les bureaux de la Gestapo. Les 6 joueurs arrêtés sont envoyés en camp de concentration de Siret près de Kiev. Là-bas, 3 d'entre eux sont exécutés. 5 footballeurs du FC Start meurent, dont le gardien de but Nikolai Trousevich. Le fameux gardien de but, éorisé par l'URSS, lui qui a mis sa carrière de footballeur entre parenthèses pendant la guerre pour être boulanger, va être réutilisé. Mais alors pourquoi et comment ça se fait que cette histoire va être récupérée par l'URSS? Eh bien en fait, les circonstances de cette arrestation sont très vagues. Parce qu'en effet, il y a des doutes, des questionnements autour de la participation ou non de certains joueurs pour aider le NKVD. Et donc, cette situation vague, sans réelle mémoire, sans réel témoignage, laisse libre cours à la propagande soviétique. Ils vont en faire un drame puissant, héroïque, exaltant les valeurs de courage et de défiance des joueurs ukrainiens, préférant mourir, jouer au foot, les battre, plutôt que de perdre le match face aux Allemands. Ils se sont donc complètement réapproprié l'histoire et vont façonner une légende autour de ce match qui va rentrer dans la tête de tous les soviétiques et surtout chez les jeunes générations. Les Russes changent complètement le contexte, le scénario, et donc c'est eux qui décrivent le salut nazi refusé, l'agressivité des Allemands pendant le match, l'officier qui rentre à la mi-temps. Tout ça, bien sûr, n'est pas arrivé. Et les paroles du gardien avec la citation « Nous lutterons jusqu'à la mort », ça aussi s'est inventé. Et donc c'est à partir de 1943 que la légende commence à se répandre partout, même en Occident, où les journalistes et écrivains relatent cette histoire et baptisent l'événement match de la mort. Les soviétiques n'ont pas écrit cette histoire pour rien, ils savent que cet événement va avoir un impact sur la population, que ces actes héroïques seront la fierté d'un peuple, un exemple à suivre pour les jeunes soviétiques. En effet, cela dépasse largement l'enjeu sportif.
Le match a été instrumentalisé pour servir des idéaux. La réécriture de cette histoire devient un support idéal de la propagande russe. Une aubaine pour faire croire à tout le monde que les Ukrainiens résistaient face aux nazis, se battaient jusqu'à la mort pour l'URSS. Mais on sait qu'à l'époque, beaucoup d'Ukrainiens rejoignaient les nazis, et c'est en partie dans l'intérêt de montrer l'inverse que Beria et Staline ont décidé de se servir de ce match. Des statues ont été érigées pour les joueurs, avec des cérémonies chaque année. Des statues ont été érigées pour les joueurs, avec des cérémonies chaque année. Certains joueurs étant obligés de se cacher les jours de commémoration, car les survivants de ce match étaient censés être morts. Cette légende est ancrée dans la mémoire collective russe, même jusqu'à aujourd'hui où beaucoup d'enfants apprennent l'existence de cette histoire. Il y a encore quelques années, Poutine demandait même des réparations au nom des familles des victimes, mais en 2005 à Hambourg, les liens entre le match et l'exécution de certains joueurs ont été enlevés. Cette instrumentalisation n'est qu'un exemple parmi tant d'autres dans la propagande de l'URSS à travers le sport. Ça se fait déjà depuis plusieurs années au sein du régime, mais le match de la mort a traversé les années jusqu'à aujourd'hui. Cela montre, et nous montre, que le sport a un poids très important sur la géopolitique dans le monde, notamment en Russie, où ce sport a réussi à s'imposer contre toute attente comme sport numéro 1. Dans cette histoire, l'URSS a bien sûr pu la reprendre parce que c'était flou. La réalité qu'on connaît fait de Georgi Shvetsov le principal responsable de l'arrestation des joueurs du FC Start. Sûrement poussé par la rancœur, la jalousie, car certains joueurs avaient refusé de rejoindre son club. Puis le goût de la défaite. Ça arrangeait aussi sûrement les Allemands, qui voyaient d'un mauvais œil le succès des Ukrainiens par rapport à leur propagande portée sur la supériorité de la race aryenne. Un intérêt donc peut-être commun entre la Gestapo et Shvetsov se dessine alors à la suppression de l'équipe. Dans les années 90, après la chute du mur et la chute de l'URSS, les joueurs encore en vie nient la majorité des faits inventés par cette propagande sur leurs exploits. Merci à tous, c'était Elan 10. J'espère que ce format d'anecdote historique vous plaît. Moi ça m'a beaucoup plu. C'est tout un autre registre, une autre manière de raconter les choses, mais c'est très intéressant. Et j'espère vous trouver plein d'autres histoires comme ça. Alors le match de la mort c'est très connu, je connaissais ça depuis longtemps. Mais je vais essayer de vous trouver des histoires vraiment inconnues. Peut-être que vous connaissiez le match de la mort et donc je vais essayer de trouver des choses bien plus rares pour peut-être me démarquer aussi et vous apprendre de nouvelles choses. En tout cas merci à tous de m'avoir écouté, c'était Elan 10.